Bienvenue dans Smart Bourse sur Bismart, l'émission qui vous permet de rester à l'écoute des marchés chaque jour, du lundi au vendredi, avec la grande édition à 17h en direct si vous nous suivez via vos box sur la télévision, et le lundi en supplément à 13h30 jusqu'à 14h pour détailler les enjeux techniques de la semaine sur les marchés avec le plan de trading de Smart Bourse et les équipes d'IG qui nous accompagneront pendant ce rendez-vous, pendant ce supplément du lundi. Nous recevrons également une fois par mois les équipes d'allocation d'actifs d'Edmond Rothschild Asset Management pour évoquer les stratégies d'investissement sur les marchés globaux au sens large. Ce sera évidemment la question de savoir comment balancer ou rebalancer son allocation d'actifs en cette rentrée 2023 au regard des événements qui ont pu marquer les marchés et la macroéconomie au cours de cet été. Marie Delessac, gérante allocataire chez Edmond Rothschild Asset Management, nous accompagnera pendant cette demi-heure. Toutes ces émissions, le supplément du lundi et l'émission régulière tout au long de la semaine sont à retrouver bien sûr en replay sur bismart.fr ou en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Du côté des marchés, la semaine démarre avec un timide rebond du CAC 40 et des indices européens, rebond qui a commencé en fin de semaine dernière, qui reste quand même timide, je le disais, plus 0,3% pour le CAC à mi-séance autour de 7260 points, avec parmi les faits marquants qui nous attendent au cours des prochains jours, la publication du chiffre d'inflation aux États-Unis pour le mois d'août qui sera publié au cours de cette semaine, et jeudi la réunion de rentrée de la Banque Centrale Européenne avec une décision compliquée attendue en matière de politique monétaire. Votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading, une équipe d'experts à vos côtés. Les enjeux techniques de marché, chaque lundi à 13h30 dans Smart Bourse avec le plan de trading de Smart Bourse et les équipes d'IG à nos côtés. C'est Vincent Bois qui nous accompagne cette semaine, analyste chez IG. Bonjour Vincent. Bonjour. Bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous. Si on prend un petit peu de recul sur les indices actions aux États-Unis par exemple, mais c'est à peu près la même situation en Europe en termes de dynamique là, sur les premières séances du mois de septembre, c'est vrai que on a le sentiment, et un peu plus même, que le mois de septembre a débuté avec une belle petite glissade des indices actions. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'ambiance là, du moment, Vincent, et de la situation technique des grands indices ? Alors c'est vrai qu'on a eu un petit retour en arrière. Septembre est généralement un peu baissier sur les marchés, mais on voit qu'il n'y a pas non plus de panique, il n'y a pas de correction franche. Donc on est revenu finalement sur les niveaux de fin août, et donc on sent l'hésitation, même en Europe où on a eu des baisses de perspectives de croissance, où on a eu des chiffres et des données économiques qui sont tout de même un peu plus décevantes que l'on voit aux États-Unis. Bien malgré tout, on a toujours ce range qui nous tient, on en parlait d'ailleurs la semaine dernière, on est toujours dedans. En tout cas sur le CAC, le DAX également, donc toujours proche de leur plus haut historique, malgré tout de même une économie qui semble vouloir ralentir. Si on regarde juste les choses de manière technique, en mettant de côté, j'allais dire, les émotions et l'analyse macroéconomique, il n'y a pas d'éléments de marché sur le plan technique qui suggère qu'on soit en train de sortir de ce range par le bas. Non, absolument pas pour le moment. On voit tout de même que la volatilité se restreint de plus en plus, et donc à un moment il va probablement y avoir un mouvement important. On le voit sur le CAC, sur justement ces 7000 points qui tiennent, 7050, 7100 points, qui ne sont encore absolument pas franchis. Donc eh bien, on est dans la même situation au niveau technique, que ce soit sur le DAX ou sur le CAC depuis maintenant mars dernier. Ouais. Et donc on attend justement eh bien, une sortie sous les 7050, sous les 7100 pour le CAC, ou eh bien, au-delà, on le voit sur les moyennes mobiles ici, sur les 7300 points, qui pourraient permettre peut-être de nous donner une indication. Reprenons quand même le S&P 500, là, avec le graphique que vous nous apportez, les graphiques que vous nous apportez chaque semaine, Vincent. Qu'est-ce qu'on peut dire alors de cette logique de range ? Et c'est vrai qu'on le voit plutôt assez bien sur le graphique américain. Sur le S&P, oui, c'est vrai qu'on a eu une hausse quand même un peu plus importante après les faillites bancaires aux États-Unis en mars, comparé aux indices européens. Mais de la même manière, eh bien, on est plutôt sur des marchés qui restent solides, parce qu'on a des nouvelles qui sont plus ou moins négatives. Mais pour autant, les marchés ne décident pas, ou en tout cas ne perdent pas espoir. Et donc, on n'a pas une. C'est pas suffisamment négatif encore, voilà, en termes de données de flux de données aux États-Unis pour que le marché s'inquiète réellement. Exactement. Donc, lorsqu'on a des bonnes nouvelles, eh bien, on voit une forte accélération. Et puis, lorsqu'on a un peu de risque, on est plutôt attentif.
résistent, donc des marchés qui résistent. On est tout de même au niveau technique, puisqu'on parle ici d'analyse technique, sous la moyenne mobile 50 périodes, qui est en noir ici sur notre graphique, qui pourrait amener justement à une inquiétude au niveau graphique et avoir une accélération plus importante. Mais on est loin de la moyenne mobile 200, de ce support oblique depuis le début de l'année, donc on est encore loin de ces niveaux qui pourraient nous amener justement à une inquiétude sur le marché. Donc sur le S&P que l'on voit ici, au-delà de la moyenne mobile 50, ça pourrait permettre d'aller chercher au-delà des 4500 et peut-être le plus haut que l'on a vu récemment. Si on se maintenait justement à court terme, on va tester peut-être dans la journée ce niveau. Si on venait à franchir ou en tout cas à bloquer justement et à ne pas franchir ce niveau, on pourrait avoir cette confirmation au niveau technique dans un premier temps d'une pression baissière qui pourrait nous amener justement sur les différentes moyennes qui ont permis le rebond depuis maintenant le mois de mars. Ce qui est intéressant, c'est que quand on a vu dans les séances de baisse récentes, souvent la partie technologique sous-performée, alors après évidemment des rallyes spectaculaires, si on parle des 7 magnifiques, on a vu quand même les valeurs du Dow Jones industriel qui permettaient quand même justement au marché américain de se maintenir à flot. Il y a toujours un secteur ou un segment de marché qui arrive à prendre la relève quand les secteurs leaders s'affaiblissent. Tout à fait, on trouvera toujours une valeur ou un secteur qui peut permettre justement d'attendre ou de continuer le rebond. Cette semaine, on pourra surveiller justement les valeurs un peu technologiques. Apple demain avec sa keynote pour l'iPhone 15 ou encore Tesla qui a été relevé, les objectifs qui ont été fortement relevés, me semble-t-il, chez Morgan Stanley de 250 à 400 $ d'un coup. Donc ça peut permettre justement d'avoir des indices qui se maintiennent encore une fois avant l'inflation peut-être mercredi. Oui, on verra si la keynote d'Apple redonne un peu de peps au titre. Bon, enfin, encore une fois, parcours historique, légendaire pour Apple, mais c'est vrai qu'on a vu quand même la semaine dernière, ils ont perdu 3,5-3% en 2 séances. Pour un poids lourd comme Apple, c'est quand même un mouvement que tout le monde a regardé et suivi sur 2 ou 3 séances. Tout à fait, mais ça n'a pas amené à une forte baisse non plus du Nasdaq, comme il y a d'autres valeurs qu'on choisit lorsqu'il y en a une qui baisse. Sur la situation européenne et donc française, on a évoqué déjà le CAC 40. Qu'est-ce qu'on peut redire avec le graphique ? Là, le range est même encore plus visible effectivement que sur la partie américaine. Là, on voit bien la compression, les deux forces qui compriment le marché depuis près de 6 mois maintenant en Europe. Tout à fait. Depuis mars, où on a vu ce dernier rebond. Depuis, on évolue toujours au même niveau. Donc, il va falloir un catalyseur, quelque chose. On suivra bien sûr l'inflation aux États-Unis et puis la BCE par la suite, qui pourrait ne pas amener à un fort mouvement supplémentaire. Mais on va arriver à un moment où on va avoir justement ce mouvement qui, pour moi, apparaît plutôt baissier, mais qui pourrait venir encore dans quelques semaines. On a un peu de temps, puisqu'on voit le cas que, malgré les mauvaises nouvelles, qui se maintient. Donc, voilà, ces niveaux techniques sur les 7300 que l'on voit, 7320, et puis à la baisse, ce niveau qui maintient depuis mai maintenant, on l'a testé plusieurs fois, sur les 7050, 7100. Si on avait une cassure de ce niveau, bien sûr, on pourrait voir une accélération baissière. Mais pour le moment, ce n'est pas forcément l'économie, les données économie, les statistiques qui amènent justement à une inquiétude supplémentaire. Là aussi, un peu comme pour le Nasdaq ou pour le marché américain, il y a une concentration dans les indices européens autour de quelques secteurs clés ou quelques poids lourds. On a vu des grosses valeurs du luxe type LVMH enchaîner les séances de baisse, peut-être 5 ou 6 pour LVMH depuis le début du mois de septembre. Enfin, normalement, un titre comme LVMH qui perd tous les jours 2%, c'est quand même très très rare. Et le marché s'est quand même maintenu dans ce range malgré la baisse de quelques poids lourds importants pour la tenue de l'indice. Tout à fait, on est passé sur d'autres valeurs, donc c'est vrai qu'il y a eu l'inquiétude de la Chine, mais de la même manière, c'est un peu l'ambiance générale sur le CAC, puisque le rebond c'est démarré justement avec le rebond aux États-Unis, mais surtout le rebond, la réouverture de la Chine. Et puis, au bout de quelques mois, début janvier, les indices chinois sont repartis en arrière. Pour autant, le CAC, lui, est resté sur sa hausse. Donc, de la même manière pour LVMH, il y a des inquiétudes en Chine, mais qui ne permet pas justement d'avoir une direction franche, en tout cas baissière. Il faut qu'on parle des devises également, Vincent. Là aussi, c'est un des phénomènes que tout le monde a suivi tout au long de l'été. Le rebond du dollar, de l'indice dollar face à un ensemble de devises. Alors, le dollar fort, ça remet de la pression sur des pays émergents. On parle beaucoup du yuan chinois, mais ça met également de la pression sur une grande devise majeure qu'est le yen japonais.
Tout à fait, le yen qui est très suivi. En fin d'année dernière, on avait eu justement un plus haut, un peu plus haut que les 147. Et donc la BOJ avait tenté d'intervenir en intervenant sur le Forex directement. Ça n'avait finalement pas amené à un retournement de tendance. C'est plutôt la baisse du dollar américain qui avait justement permis un peu d'essoufflement sur l'USD yen. Et donc de la même manière, la BOJ tente un peu de gagner du temps avec peut-être une autre stratégie que intervenir directement sur le Forex en laissant une éventualité à peut-être une modification de la politique monétaire. La dernière fois, c'était en 2015, mais c'était une baisse de taux. Donc, la dernière hausse de taux au niveau de la BOJ date de quelques dizaines d'années, semble-t-il. Et donc, il y a un nouveau gouverneur, c'est ça, depuis quelques mois, depuis le mois de mars, je crois. Il y a un nouveau gouverneur qui est en train de prendre ses marques et d'imprimer sa marque et son discours aujourd'hui à la Banque du Japon. C'est vrai qu'on a des hausses de salaire, de l'inflation qui n'avaient pas été visibles depuis un certain temps. Il prépare tout de même les marchés avec cette contrôle de la courbe des taux qui passe de 0,25, 0,50. Et puis maintenant sur le 10 ans, on a bien progressé. Donc annonce d'une éventualité, que c'est maintenant une éventualité qu'on pourrait avoir une hausse de taux. Et puis par la suite, on propose des prêts aux banques pour éviter justement la surchauffe, ce qui a ramené à une petite baisse derrière sur le taux. Donc à chaque fois qu'il y a justement cette mise en garde, cette préparation, la BOJ derrière fait une autre opération qui permet justement de ne pas avoir une accélération importante. Mais on le voit, et comme en novembre, il est fort probable que cela permette d'avoir une volatilité court terme, mais la tendance, si le dollar reste haussier, très probablement on peut aller voir les niveaux qu'on avait vus en novembre, proches des 150 sur le yen. Ce matin, il y a eu un petit renversement, c'est ça. Il y a eu quelques propos du patron de la Banque du Japon qui ont permis au yen de se raffermir un peu contre le dollar, c'est ça Tout à fait, on voit la dernière bougie justement qui est baissière, c'est ce commentaire sur si les hausses des salaires continuent jusqu'à la fin de l'année, il est potentiellement, enfin en tout cas c'est probable que l'on ait on ne s'interdit pas de... Voilà, exactement. Donc petit à petit, mais sauf s'il confirme, ou justement on suivra les salaires avec attention, s'il y a une forte hausse des salaires, il est fort probable en revanche que la baisse se poursuit. Mais à court terme, pour moi, on peut voir plutôt le mouvement de novembre et donc une belle volatilité et la course sur l'USD yen qui se poursuit plutôt à la hausse. Est-ce que ce qu'on observe du point de vue des salaires japonais depuis quelques temps, est-ce que c'est quelque chose de soutenable, de durable dans le temps, après des décennies de déflation ou de quasi-déflation pour le pays? C'est une grande question qui reste encore ouverte aujourd'hui, y compris pour les experts et le gouverneur de la Banque du Japon. Merci beaucoup Vincent. Merci pour ces graphiques et ces points techniques et ces enjeux techniques à surveiller au cours des prochains jours. Le plan de trading de Smart Bourse chaque lundi à 13h30 avec les équipes d'IG. C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Regardons les marchés dans leur globalité aujourd'hui à travers la stratégie d'allocation d'actifs qui est proposée en cette rentrée par les équipes d'Edmond Rothschild Asset Management et Marie Delessac qui est à nos côtés, gérante allocataire chez Edram. Bonjour et bienvenue Marie. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Commençons peut-être effectivement par l'allocation d'actifs qui est la vôtre en cette rentrée, en ce mois de septembre 2023. Comment vous la qualifiez? Comment vous la caractérisez? Qu'est-ce qui a changé du point de vue de l'allocation d'actifs entre le début de l'été et cette période de rentrée aujourd'hui, Marie? Alors, nous, on regarde actuellement les marchés plutôt en termes d'horizon de temps. C'est vrai qu'à court terme, comme ça a été dit précédemment, on reste dans ce trading range sur les marchés. Donc, on a plutôt une position, on va dire, de neutralité sur les actifs risqués. Justement parce que là, on est en bas du trading range et que on pourrait évoluer. On a aussi un pessimisme qui est assez important sur l'économie de la zone euro. On a eu des statistiques quand même assez décevantes sur tous les chiffres, tous les indicateurs avancés, services, etc. En zone euro. Et donc, quand on regarde les indicateurs de surprise économique, ils sont très très faibles sur la zone euro. À l'inverse, sur les États-Unis, ils sont un peu plus positifs. Sur le Japon, ils sont assez neutres. Et donc, on se dit que, en fait, les investisseurs sont déjà très pessimistes. Et donc, les chiffres publiés, même s'ils ne sont pas bons, pourraient être un peu moins décevants. Et donc, du coup, ce sentiment pourrait aussi aider les marchés à plus court terme. Et puis, on a eu aussi ce qui a pesé sur les marchés cet été, une hausse des taux. Mais surtout une hausse des taux réels, notamment aux États-Unis, on approche le niveau de 2%. Alors ça a l'air d'être un petit plafond pour le moment, ça se stabilise.
Et cette stabilisation, en fait, peut aussi amener un petit répit sur les marchés. Donc, plutôt neutre actuellement sur les actions. Mais c'est vrai qu'à moyen terme, pour le coup... C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que ça veut dire quand vous nous expliquez qu'il faut bien différencier les horizons de temps? Là, vous nous avez évoqué l'horizon de temps court terme, tactique. Voilà, c'est plus du tactique. C'est quoi, quelques semaines, quelques mois à peine, voilà, c'est ça, Marie, pour caractériser quelques semaines. Quelques semaines. Et au-delà Au-delà, on est assez prudent. On va avoir des banques centrales qui vont conserver leur politique monétaire restrictive. Alors, il y a des débats sur encore une hausse de taux ou pas une hausse de taux, que ce soit la BCE ou la Fed. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que même une fois que cette hausse de taux sera passée, si c'est la dernière, les taux vont rester hauts assez longtemps. Et je pense que c'est aussi le message que les banques centrales, et notamment la Fed, veulent nous faire passer, c'est que les baisses de taux ne sont pas pour tout de suite. Ça veut dire qu'on va rester avec des niveaux de taux assez hauts et donc un environnement restrictif pour l'économie. Et donc ça, forcément, ça finira par peser sur l'environnement économique. On est aujourd'hui dans un environnement où on voit quelques signes, on va dire, de normalisation, plus aux États-Unis. C'est pas forcément de la forte baisse, c'est plus de la normalisation, notamment sur le marché du travail. On parle de cooling, c'est ça en anglais, le refroidissement. On refroidit un peu la machine. On refroidit, mais ça reste... Oui, on revient sur des niveaux finalement de pré-Covid, notamment sur l'emploi, dans ce qui est création d'emplois, où on voit un peu... on a eu fin août la publication du Beige Book, le document qui montre l'état de l'économie américaine, où effectivement on voit que les tensions sur le marché du travail diminuent. Les entreprises ont moins de difficultés à recruter. Donc les choses s'améliorent. Un signe intéressant, par exemple, on parle beaucoup du marché du travail, j'ai vu que ceux qui changent d'emploi ne gagnent plus forcément en augmentation de salaire plus que ceux qui restent dans l'emploi aujourd'hui. Oui. Il n'y a plus la prime à celui qui change d'emploi, au chômeur volontaire qui va aller négocier un salaire bien plus supérieur dans l'entreprise d'à côté. Ouais, c'est ce qui a aussi tiré les salaires vers le haut très fortement dans toute cette période, c'est que tous ces gens qui changent de salaire réussissaient à négocier de très fortes augmentations. C'est moins le cas aujourd'hui. Après, la hausse des salaires, elle reste. La croissance, elle reste assez importante, au-dessus de 4%. Mais elle ralentit d'un mois sur l'autre. Donc, on voit que les tendances se mettent en place. Donc, plutôt on va appeler ça un soft landing. Ouais. Et c'est cette théorie-là, effectivement, qui s'est matérialisée, on va dire, au mois d'août. Ça reste le scénario central. Ça reste le scénario central, là où il faudra effectivement être attentif. Si on a des conditions restrictives très longtemps, ça finira effectivement par peser peut-être un peu plus sur l'économie. Tant américaine que européenne. D'ailleurs. Donc effectivement, à moyen terme, on voit effectivement aussi le crédit aux entreprises qui diminue. Voilà, on est plus prudent sur les actifs risqués. On regarde effectivement beaucoup aussi les spreads de crédit. Qui, selon nous, sont quand même un indicateur plutôt avancé de la situation des entreprises. Et donc, pour l'instant, tout se passe bien. Ça tient. Donc, ça tient très bien. Mais effectivement, il faudra être attentif. Comment vous, dans l'analyse globale, macro que vous faites en cette rentrée de septembre, Marie, comment vous placez le rebond de 30% du pétrole qu'on a observé au cours de l'été, avec là aussi des cours du baril qui ne lâchent rien de ce qui a été gagné au cours de ces derniers mois. Alors, c'est encore très pétrole spécifique, je crois, parce que c'est vrai que le reste des matières premières, notamment des métaux industriels, n'a pas suivi le parcours du pétrole cet été. Mais comment vous placez cette case commodities, matières premières, là, dans l'échiquier ? Alors, c'est effectivement à surveiller et ça peut notamment mettre en péril l'évolution à plus court terme des marchés. Ce positionnement neutre, on cherchait quelque chose qui pourrait déclencher une baisse ou pas. Ça peut effectivement venir du pétrole. Mais pour l'instant, en fait, cette hausse, elle est quand même assez caractérisée. Alors déjà, on a eu effectivement fin août l'Arabie Saoudite et la Russie qui ont parlé pour notifier qu'ils allaient continuer à baisser leur production ou leurs exportations pour la Russie. Et ce qui a surpris surtout, c'est que ils s'engagent jusqu'à la fin de l'année, alors qu'avant c'était juste d'un mois sur l'autre. Donc là, effectivement, on voit qu'il y a une volonté de maintenir ce cours du baril de pétrole de Brent autour de $90, effectivement. Donc ça reste un soutien. Cet été aussi, on a eu la driving season, donc l'été où les vacanciers aux États-Unis consomment plus d'essence. Et donc ça met aussi un peu de tension. La pression et de la tension.
Maintenant, et puis la demande chinoise qui est forte. Ça peut paraître un peu étonnant, effectivement. C'est probablement un effet aussi de restockage aux États-Unis. En Chine. En Chine. Bien sûr. Et puis, en revanche, ce qui se passe en Chine, c'est que les vols intérieurs, pour le coup, sont très importants et sont revenus au niveau quasiment du Covid. Et là, ça consomme aussi. Ceci étant, ces facteurs, pour nous, ils étaient peut-être plutôt temporaires. On arrive à la fin de la driving season aux États-Unis. L'Arabie Saoudite et l'OPEP, ils doivent aussi trouver un équilibre entre la consommation mondiale, la tenue de l'économie et leur production. Attention, après on détruit de la demande. Exactement. Ils n'ont pas intérêt à ce que le pétrole monte trop, que ça pèse sur l'économie et que la demande diminue en conséquence. Donc voilà, tout ça fait qu'on pense que le pétrole ne va pas forcément monter beaucoup plus haut que ça. Et que du coup, on reste, nous, confiants sur ce scénario à court terme. Mais c'est vrai que nous, sur notre scénario à court terme, c'est un des facteurs qui pourrait faire dérailler les marchés. Qu'est-ce qui rassure encore en zone euro, Marie? Alors, vous le disiez, effectivement, il y a de l'inquiétude sur la zone euro, y compris chez vous, par rapport à la croissance américaine. Il y a moins de soutien budgétaire, il y a une inflation qui est peut-être plus visqueuse en zone euro qu'aux États-Unis, contrairement à ce qu'on pensait au démarrage de l'épisode inflationniste. Avec quoi on se rassure quand on regarde la zone euro? Peut-être parce que justement, beaucoup de choses et beaucoup de mauvaises nouvelles sont un peu intégrées, c'est une première chose. Et puis, effectivement, vous parlez d'une inflation un peu visqueuse. On est probablement en cycle un peu décalé par rapport aux États-Unis. Et donc, finalement, la baisse de l'inflation, elle est devant nous. Donc là, on va peut-être pouvoir avoir un peu des nouvelles meilleures sur ce front-là. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, on est quand même sur des niveaux qui sont encore beaucoup trop élevés, notamment pour la Banque Centrale Européenne. Ce qui rendra une décision compliquée ce jeudi. Je ne sais pas, parce que tout le monde est split, comme on dit. Enfin, je veux dire, il y a des arguments pour le faire, pour ne pas le faire. Ce meeting-là est peut-être le suivant si nécessaire. Il y a une vue, c'est un débat même chez vous, j'imagine, dans les équipes de gestion, d'allocation, c'est où il y a une vue qui a été définie par rapport à ça. C'est difficile d'avoir une vue très définie. Ce qui se passe, effectivement, les marchés, eux, si on regarde le pricing de marché, ils n'attendent pas grand-chose. À peu près 30% de risque de hausse des taux. Nous, chez nous, on est un peu plus haut. Parce qu'effectivement... on ne va pas s'engager à 100% sur une hausse de taux dès cette semaine, mais on pense qu'il y a quand même des risques ou des chances, finalement, je ne sais pas, qu'ils le fassent cette semaine, parce que les chiffres d'inflation sont toujours élevés. C'est quand même le premier objectif de la Banque centrale. Même si les chiffres de croissance ou les indicateurs avancés sont moins bons, en fait, les indicateurs de croissance réelle, les chiffres de l'économie réelle sont un peu meilleurs quand même que ce que nous indiquent les indicateurs avancés. Et s'ils ne le font pas maintenant, on se dit que ça va être plus difficile de le faire plus tard, parce que justement, on rentre dans cette période où on devrait avoir normalement des baisses de l'inflation, avec aussi une économie qui a un peu plus de mal. Donc, plus ils attendent, plus ça sera compliqué selon nous. De le faire plus tard. Donc finalement, il y a peut-être un peu plus de 30% je comprends. Ce qui est précisé par le marché que ça se fasse cette semaine. Bon, ma réponse jeudi en début d'après-midi pour la Banque Centrale Européenne. La Fed, ce sera la semaine prochaine, 19 et 20 septembre pour la réunion de rentrée post-Jackson Hole de la Réserve fédérale américaine. Un mot de la Chine également, Marie. Alors, j'ai du mal à dire que c'est nouveau dans le paysage, parce que bien sûr, il y a eu l'espoir de début d'année, post-réouverture sanitaire sur la Chine, les actifs chinois. Même déjà, dès le mois de novembre 2022, on avait vu ce fort rebond des actions chinoises, qui s'est très vite épuisé en début d'année. L'optimisme et l'espoir laissent en place à nouveau un pessimisme presque structurel sur la Chine, partagé en tout cas par de nombreux participants de marché. Et je trouve en cette rentrée que ce pessimisme s'accroît encore. Là, on a des surprises positives, ou un potentiel de surprises positives en Europe. Là, on a encore des surprises positives aux États-Unis. J'ai l'impression qu'en Chine, quels que soient les chiffres publiés, le pessimisme des investisseurs est toujours plus fort. Là, on est quand même à un extrême sur le pessimisme des investisseurs sur la Chine. Il y a quand même pas mal d'annonces, alors petites, on va dire, mais qui sont faites sur le marché immobilier, sur le soutien à la croissance, la Banque centrale qui baisse les taux. Là, ce matin, maintenant, elle commence à être aussi vocale sur la devise. Donc, il y a des choses qui se mettent en place.
là aussi, on va distinguer un peu plusieurs horizons de temps. À court terme, ça nous paraît un peu compliqué de lâcher la Chine aujourd'hui parce qu'on est sur des niveaux de valorisation qui sont vraiment au plus bas, qu'on commence à voir des choses aussi plus positives au niveau des entreprises, notamment des entreprises Internet en Chine. Le creux des résultats a l'air d'être passé, donc si on regarde au niveau micro, c'est quand même plus intéressant. Et toutes ces mesures commencent un petit peu à avoir des effets sur les derniers chiffres immobiliers. On a l'impression aussi qu'il y a des choses qui s'améliorent un petit peu. Donc on ne va pas vendre de la Chine aujourd'hui. Je comprends. Une simple stabilisation des indicateurs macro-chinois. Je ne parle pas de la reprise qu'on espérait tous en début d'année. Je crois que cette histoire-là, elle est définitivement enterrée. Mais une simple stabilisation, ça peut permettre aux actifs chinois de retrouver un peu de dynamique pour quelque temps ? Un petit peu, oui, probablement un rebond quand même des actions chinoises. Maintenant, à long terme, la Chine est quand même engluée dans un environnement qui est un peu plus compliqué. Hein, donc, ça va devenir peut-être un investissement, j'allais dire, je ne sais pas si c'est à la japonaise, mais un peu plus tactique. Satellite, justement, tactique. pour aller chercher des rebonds de marché ou choses comme ça. Le temps qu'ils arrivent à résoudre leur situation de crise immobilière qui est quand même assez prégnante. Merci beaucoup Marie. Merci pour ces éléments d'analyse en cette rentrée encore. On est au mois de septembre aujourd'hui toujours, le 11 septembre précisément. Marie Delessac était avec nous en plateau, gérante allocataire chez Edmond Rothschild Asset Management.